c'était Thanksgiving, et on n'avait dressé que 5 assiettes au lieu de 6. Je restai un moment dans l'encadrement de la porte, observant le reflet vacillant des bougies sur la table de la salle à manger que je connaissais si bien, celle qui avait été témoin de chaque dispute familiale, de chaque célébration, de chaque trêve fragile. L'espace vide où se trouvait ma place résonnait plus fort que n'importe quelle conversation. À sa place, un bol décoratif rempli de feuilles d'eucalyptus en plastique, une bougie en cire brûlant d'une manière trop parfaite pour être réelle, et un silence qui s'installait dans ma poitrine comme la poussière. Ava fit son entrée triomphale avec 20 minutes de retard, son rire traversant le couloir avant même qu'elle n'apparaisse. L'air sembla changer à son arrivée. Elle jeta son manteau de créateur sur la chaise la plus proche et se mouvait comme si tous les regards lui appartenaient naturellement. Son parfum, vif et floral, emplit la pièce avant même ses mots. « Oh, Lena », dit-elle sur ce ton soigneusement sucré, gardant tout simple, « je vois. » Les mots, sur papier, n'étaient pas cruels, mais sa manière de les prononcer les transformait en quelque chose de poli et de tranchant. Je m'assis en face d'elle, choisissant le silence plutôt que la confrontation. Elle prit immédiatement le contrôle de la table, sa voix glissant sur chaque pause, son sourire toujours parfaitement synchronisé. Elle parla de sa promotion, de son patron la jugeant indispensable, de son équipe incapable de fonctionner sans ses directives. La table semblait graviter autour d'elle comme des planètes autour du soleil. Le visage de maman rayonnait de fierté, papa acquiesçait par de petits signes, et même mon oncle, qui avait oublié mon anniversaire 3 années de suite, se pencha pour lui demander sa carte de visite. J'attendais que quelqu'un me pose une question, n'importe laquelle. Comment s'était passé mon voyage? Comment j'allais? Ce que cela faisait d'être de retour à la maison après des mois loin. Mais les questions ne vinrent jamais. L'espace que j'occupais autrefois à cette table avait été silencieusement réattribué, ma présence réduite à un bruit de fond entre les anecdotes d'Ava. La nourriture circulait comme un rituel, purée, dinde rôtie, sauce au canneberge, mais la chaleur qui définissait autrefois ces repas avait disparu. Je ne goûtais que la politesse, pas le réconfort. Chaque compliment était pour elle. Chaque signe d'approbation résonnait dans sa direction. À mi-chemin du dîner, Ava se pencha par-dessus la table, reposant son coude près de son verre de vin, les yeux étincelants de ce mélange familier de curiosité et de jugement. « C'est plutôt sympa », dit-elle d'une voix sucrée, « comme tu t'es déconnecté du monde. Comme une année sabbatique qui, n'en finit jamais. » Sa voix débordait d'une fausse sollicitude, mais son sourire révélait la vérité. Ce n'était pas de la gentillesse, c'était de la pitié enveloppée d'amusement. Je lui rendis son sourire, celui qui ne touche jamais les yeux. J'aurais voulu lui dire que le silence n'est pas un échec, que la paix n'a pas besoin d'être exhibée, que tout le monde ne cherche pas à être vu pour exister. Mais à la place, je pris une nouvelle gorgée d'eau, laissant ces mots se dissoudre dans la même immobilité qui emplissait ma place vide à la table. Et dans ce calme, je réalisai quelque chose. Ils avaient fait de la place pour elle, son bruit, son éclat, sa performance. Mais ils m'avaient effacé, et personne à cette table ne semblait remarquer la différence. Les rires se répandaient autour de la table comme une vague lente, se nourrissant d'eux-mêmes jusqu'à remplir chaque recoin de la pièce. Personne ne tentait de l'arrêter. Pas un seul regard compatissant, pas même ma mère, qui se contentait de s'occuper de remplir la saucière comme si elle faisait semblant de ne pas avoir entendu. Je restais immobile, le dos droit, l'expression impassible. Ma main ne tremblait pas. Ma voix ne montait pas. Je me contentais de lever mon verre, de laisser le bord toucher mes lèvres, et de goûter l'amertume d'un moment qui ne méritait pas qu'on lui accorde une réaction. Le son de leur amusement finit par s'éteindre, comme une tempête qui se dissipe lorsqu'il ne reste plus rien à détruire. Mais je portais déjà un secret qui me réchauffait plus que n'importe quel vin. Cette promotion qu'Ava exhibait fièrement, ce salaire impressionnant qu'elle ne cessait de mentionner? Son approbation venait de ma signature. Son chèque, celui qu'elle arborait comme une couronne, existait parce que je l'avais autorisé. Mais ce n'était pas le moment de le révéler. Je voulais qu'ils gardent leurs illusions un peu plus longtemps, qu'ils croient que j'étais encore perdu, encore en quête de sens dans des espaces qu'ils n'avaient jamais compris. Qu'ils sourient en coin. Qu'ils supposent que j'avais pris du retard. Il était plus facile d'être sous-estimé, cela me donnait de l'air, la possibilité de construire en silence dans des endroits où ils n'avaient jamais cherché.
Il confondait toujours le silence avec la confusion, et la distance avec la défaite. À leurs yeux, je n'étais plus ambitieuse, juste flottant quelque part entre des décisions, entre des versions de moi qu'ils ne pouvaient pas catégoriser. Trouver mon chemin était, pour eux, une façon polie de dire que j'avais échoué. Que j'avais abandonné quelque chose de solide. Mais je n'avais pas renoncé, je m'étais libérée. 5 ans plus tôt, j'avais abandonné une carrière qui semblait impeccable sur un CV mais qui était creuse de l'intérieur. Le titre était impressionnant, le salaire plus que confortable, le bureau bordé de vitres laissant entrer trop de lumière et pas assez d'air. Chaque jour, je traversais des couloirs polis, remplis de poignées de mains dénuées de sens et de sourires à peine sincères. Les éloges arrivaient par courriel soigneusement rédigé, des compliments calculés pour sembler sincères mais vides comme l'air. Le succès, dans ce monde, était une performance et j'avais cessé de jouer. Ava avait fait partie de cette scène. Elle travaillait plusieurs étages au-dessus, constellation de confiance et de calcul. Nos chemins se croisaient lorsqu'elle avait besoin d'aide, polir ses présentations, vérifier des données, réécrire ses rapports jusqu'à ce qu'ils paraissent sans effort. Ajuste un peu, disait-elle, ou fais-le sonner comme quelque chose que j'écrirais. Et je le faisais. Je corrigeais tout ce qu'elle ne voyait pas, chaque lacune qu'elle laissait derrière elle. Mon travail vivait sous son nom, mon effort derrière ses éloges. Elle ne me remercia jamais, la gratitude n'entrait pas dans son vocabulaire. Mais cela ne me dérangeait pas au début. Je me disais que c'était temporaire. Que le travail acharné finirait par parler de lui-même. Puis, un matin, je regardais l'horloge, écoutais le bourdonnement du bureau autour de moi, et réalisais que je ne reconnaissais plus la personne assise à ce bureau. Mon café était devenu froid, ma boîte de réception débordait de messages remplis d'attentes que je ne cherchais plus à satisfaire. Sans cérémonie, je fermai mon ordinateur portable, posai mon badge d'accès sur le bureau et sortis. Pas de poste d'adieu, pas d'annonce de nouveau départ, pas de séparation dramatique. Juste la satisfaction silencieuse d'avoir choisi la paix plutôt que la performance. Dehors, l'air était vif et vivant. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus prisonnière de la version du succès de quelqu'un d'autre. Je me promis alors, plus jamais je n'échangerai ma liberté contre l'approbation. Et assise à cette table maintenant, entourée de rires qui ne m'atteignaient pas, je réalisais à quel point j'avais tenu cette promesse. Ava pouvait garder son projecteur. Je préférais garder mon silence, car il m'appartenait, et je l'avais mérité. Je décidai de recommencer, cette fois selon mes propres conditions. Pas de supérieur sur mon dos, pas de titre creux lié à l'approbation d'autrui. Le processus fut lent, irrégulier au début, construit sur l'expérimentation, l'entêtement et de longues nuits se fondant en matins précoces. Mais peu à peu, une fondation se forma sous mes pieds. Ce qui avait commencé par quelques petits projets se transforma en une entreprise que peu de gens pouvaient imaginer, discrète, efficace, et volontairement sous le radar. Ce n'était pas clinquant, mais ça fonctionnait. Je créai une petite agence de conseil qui opérait avec précision et force tranquille 3 spécialistes indépendants, chacun brillant dans son domaine, travaillant à distance avec une coordination parfaite. Pas de bureau, pas de salle de réunion sophistiquée, pas de réunion performative remplie de jargon. Juste une exécution nette, des contrats stables, et des clients qui valorisaient les résultats plus que les CV. Les personnes avec qui je collaborais payaient leurs factures sans excuse et ne s'intéressaient jamais à mon passé. Ils se concentraient sur les chiffres, pas sur les récits. Je gardais tout privé. Pas d'annonces, pas de publications étudiées pour montrer des progrès, pas d'événements de réseautage où les gens faisaient semblant d'être amis. Mon profil resta intact, mon titre inchangé. J'appris à trouver satisfaction dans l'invisibilité. Et dans ce silence, ma famille commença à construire sa propre interprétation de ce que ma vie était devenue. À leurs yeux, j'étais inachevée, la parente qui n'avait jamais vraiment atteint le potentiel dont ils se vantaient autrefois. La sœur qui avait quitté le tapis roulant du succès prévisible. Ils bâtirent un mythe autour de mon absence, cousant des hypothèses jusqu'à ce qu'elles ressemblent à la vérité. Pour eux, j'avais dérivé, une vagabonde poursuivant des caprices plutôt que la stabilité. Ils ne voyaient pas que ce qu'ils appelaient incertitude était en réalité une liberté façonnée par l'intention. Mais le vrai retournement, celui qu'ils n'auraient jamais deviné, arriva le lendemain matin.
Mon téléphone vibra avec une notification, et le nom d'Ava s'illumina à l'écran. Brunch demain. J'amène les filles. Mais quelque chose de mignon. Pas de salutation, pas de ponctuation au-delà du strict minimum, juste un ordre saupoudré d'éclat. Cela ressemblait à une invitation, mais ce n'en était pas une, c'était une attente. Je restai longtemps à fixer le message, le pouce suspendu au-dessus du clavier, incertaine de répondre. Nous n'avions pas passé de temps seuls depuis des années. En dehors des anniversaires, des mariages et des dîners de fête occasionnels, nous vivions dans des orbites séparées qui se croisaient rarement. Notre dernière vraie conversation s'était terminée de manière maladroite, elle avait incliné la tête, toute curiosité polie, et m'avait demandé si je faisais encore du freelance volontairement. Ces mots portaient le même ton que celui qu'on utilise pour parler d'une habitude regrettable. J'avais ri à ce moment-là, mais cela m'était resté en mémoire. Une part de moi voulait laisser son message sans réponse, laisser le silence parler de lui-même. Mais une autre part, la part calme et réfléchie qui comprend le timing, savait exactement pourquoi cela se produisait. Elle ne le savait pas encore, mais nos chemins s'étaient recroisés, et pas par hasard. J'avais récemment examiné un ensemble de rapports de performance pour un client corporate, une entreprise qui avait engagé mon cabinet pour identifier les inefficacités internes et restructurer certains départements. Le nom d'Ava apparaissait plusieurs fois dans ces documents. Elle était mentionnée sous « optimisation managériale », une formule polie pour dire en réalité, l'entreprise paie pour savoir ce que vous faites de travers. Sa division perdait de l'argent à cause d'approbations retardées et de flux de travail redondants. J'avais passé 2 semaines à analyser les données, à rédiger des notes et à formuler des recommandations. Ces indicateurs, ceux dont elle se vantait probablement à Thanksgiving, racontaient une toute autre histoire. Alors, quand son message arriva, joyeux et confiant, je souris. Il y avait quelque chose d'accent grave peine poétique dans ce geste, elle tendait la main, sans savoir que la personne qu'elle avait autrefois rabaissée supervisait désormais discrètement l'avenir de son département. Je ne répondis pas immédiatement. Je laissai le téléphone sur le comptoir, à côté d'une tasse de café froid, et réfléchis à quel point le succès invisible a souvent un goût meilleur que toute reconnaissance. Le monde voyait son éclat, sa perfection soigneusement construite, son charme sans effort. Mais derrière le rideau, le sol sous ses pieds commençait à se déplacer, et j'étais celle qui tenait les plans. Bien sûr, elle n'avait aucune idée. Mon nom flottait silencieusement derrière le rideau de son monde, glissé dans les signatures numériques, inscrit sur les autorisations financières, intégré au registre de paie qu'elle ne lisait jamais vraiment. Le genre de présence qui fait tourner tous mes restes invisibles. À ses yeux, j'étais une simple note de bas de page. Un nom sur un papier, pas une personne avec un rythme et une intention. Alors, quand le message arriva, je tapai une réponse courte et neutre, oui. Bien sûr. À quelle heure? Rien de plus, rien d'émotionnel. Quelques secondes plus tard, sa réponse clignota sur l'écran, rapide et impatiente, comme si elle attendait ma conformité. Pourquoi? Hazel Épine. Ne sois pas en retard. Bien sûr. Hazel Épine, le temple des brunchs Instagram. L'endroit baigné de soleil artificiel, où chaque assiette est conçue pour être photographiée, et chaque latte accompagnée d'une légende. Comptoir en marbre lisse, couvert doré, serveurs connaissant leurs clients par leur prénom et les taguant en ligne comme des trophées. Un lieu où la réputation comptait plus que la nourriture. Naturellement, c'était là qu'elle avait choisi. Je posai le téléphone et me dirigeai vers mon placard. La lumière du soir filtrait à travers des cintres remplis de vêtements empreints de confiance silencieuse. Je n'avais pas besoin de sequins ni de spectacle, c'était son territoire. Je pris quelque chose de minimal, net, réfléchi. Des lignes structurées qui parlaient de but, pas de prétention. Des chaussures polies comme un miroir, assez stables pour tenir le sol si la conversation devenait piquante, ce qui, connaissant Ava, arriverait. Elle voulait un spectacle, un rappel subtil de la hiérarchie, un public pour témoigner de son succès. Parfait. J'y assisterais, mais pas sous la version qu'elle attendait, pas comme celle qu'elle plaignait, ignorait ou définissait en chuchotant. Si elle voulait du théâtre, je lui offrirais la vérité habillée d'élégance. Hazel et Pin m'accueillirent avec l'odeur des écorces d'agrumes, de la vapeur d'espresso et de l'ambition déguisée en loisir. Le sol brillait,
chaque pas résonnant du son d'un luxe minutieusement orchestré. La musique bourdonnait faiblement, un rythme conçu pour se fondre avec les rires et le tintement des verres. J'arrivais exactement à l'heure prévue. Pas assez tôt pour paraître impatiente, pas trop tard pour sembler négligente. La précision peut aussi être un langage qu'elle n'avait jamais appris à lire. L'hôtesse leva les yeux de sa tablette et afficha un sourire qui s'arrêtait juste avant la sincérité. Son regard descendit, s'attarda brièvement sur mes chaussures, puis remonta avec une expression adoucie, presque approbatrice, celle qu'elle réservait aux personnes qu'elle ne pouvait pas totalement catégoriser. Elle me demanda mon nom, puis fit un geste vers l'arrière, là où la lumière du soleil baignait une table occupée par Ava et 3 femmes sculptées dans l'uniformité. Elles étaient assorties de tons beige et crème, leurs cheveux bouclés avec la précision d'une loyauté de salon. Verre à pied à moitié plein, leur rire montait et descendait au rythme d'une aisance étudiée, le genre de son conçu pour remplir le silence avant que celui-ci ne pose des questions. Leurs accessoires scintillaient faiblement, leur captant la lumière comme des ponctuations sur la richesse. Ava me remarqua et leva la main dans un petit salut contrôlé. Son sourire était cinématographique, assez large pour être vu à travers la pièce, mesuré pour suggérer la domination. J'avançai avec calme, mais pas discret sur le carrelage, consciente des regards qui me suivaient, subtils, évaluateurs, calculés. Lorsque j'atteignis la table, personne ne bougea. Pas une chaise ne grinça, pas un salut ne rompit l'air. Ils me regardaient comme on observe un objet déplacé, curieux, légèrement amusé, mais sûr qu'ils n'avaient rien à faire là. Je rencontrai chaque regard avec assurance, sans fléchir, puis pris le siège vide à côté d'Ava sans attendre de permission. Pendant un instant, la table se figea. La musique s'éleva en fond, un instrumental doux couvrant le silence comme un voile. Ava inclina légèrement la tête, m'observant avec la même curiosité polie qu'elle employait des années auparavant au bureau. Les coins de ses lèvres se relevèrent juste assez pour laisser entrevoir la performance qu'elle avait préparée. Je lui rendis son sourire, ni chaleur, ni défi, juste une précision calme. Qu'elle commence. Ava leva à peine les yeux quand j'arrivai, son attention toujours rivée à son reflet dans le miroir derrière moi. Ei, traîna-t-elle, étirant la syllabe comme si cela pouvait ajouter du goût, transformer l'indifférence en charme. Ses lèvres s'incurvèrent en un demi-sourire plus par habitude que par chaleur. On parlait juste des applications de rencontres, ajouta-t-elle, la voix assez haute pour que toute la table entende. Lena est hors réseau. Elle pense probablement encore que Swiper c'est pour les cartes de crédit. La table éclata d'un amusement synchronisé. Leur rire n'était pas fort, juste assez pour que je perçoive chaque nuance. Ils avaient le rythme poli de personnes qui pratiquent l'art d'être sans effort. L'une des femmes, Chloé, si je me souvenais bien, inclina la tête avec une curiosité légère, les yeux brillants derrière de larges lunettes de soleil probablement plus chères que mon billet de retour. Alors, elle demanda d'un ton léger, « Que fais-tu ces jours-ci » J'ouvris la bouche, mais Ava ne laissa pas l'air remplir l'espace. Elle se pencha en avant, le menton délicatement appuyé sur sa main, et répondit pour moi. Elle explore, dit-elle, le mot dégoulinant de fausse admiration. L'âme d'abord, les tableaux excellent après. Ce genre de liberté est rare. Il n'y avait aucune malveillance dans son ton, elle était trop raffinée pour ça. Tout n'était que polissage, déguisé en gentillesse, enveloppé dans le velours doux de l'empathie performative. Ces mots glissaient sur la table comme de la soie cachant une lame. Je remuai mon thé, laissant la cuillère tourner dans la tasse à un rythme lent et régulier. Le bruit comblait la pause qu'elle avait laissée. Quand le serveur s'approcha, menu soigneusement empilé dans sa main, Ava ne leva même pas les yeux. Elle le repoussa d'un geste de ses doigts manicurés. « Nous prendrons le menu fixe », dit-elle avec une assurance calculée. Elle est avec nous. La phrase frappa plus fort qu'elle ne l'avait probablement prévu. Elle est avec nous. Ce n'était pas de la générosité, c'était une affirmation de possession. Une laisse verbale vêtue de civilité. Un rappel à tous, y compris à moi, que ma présence nécessitait sa validation. Mon regard parcourut la table. Les montres en or scintillaient sous la lumière filtrée, les bracelets tintaient doucement à chaque geste. Les femmes se tenaient avec une aisance qui venait de l'absence de doute sur leur appartenance.
Chaque mouvement était chorégraphié, les rires, la façon délicate d'essuyer leurs lèvres avec une serviette en lin, le regard calculé sur l'écran d'un téléphone avant de le poser face contre table. J'aurais pu la corriger sur le champ. Je pouvais leur parler de l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien, des contrats que leur société convoitait sans jamais les remporter, de la manière dont la restructuration de tout son département reposait sur une signature qu'elle ignorait être la mienne. Je pouvais lui dire que la femme qu'elle appelait, hors réseau, avait signé son évaluation trimestrielle. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, je souris, petit, délibéré, impénétrable, et pris le verre d'eau. Je bus lentement, savourant le pouvoir silencieux de la retenue. Puis, je pliai ma serviette soigneusement sur mes genoux, mes gestes calmes et inébranlables. Qu'il croit que je dérivais. Qu'il confonde immobilité et insignifiance. Chaque illusion qu'il construisait ne ferait que rendre la vérité plus frappante quand elle apparaîtrait. Le repas continua, parfaitement chronométré et parfaitement ennuyeux. Ils échangeaient des anecdotes polies sur des conférences dans des villes chères, sur des clients exigeants et des stagiaires en larmes après une critique. Leurs plaintes étaient des insignes d'importance, des histoires destinées à sembler épuisantes mais chuchotées comme des vantardises modestes. Ava s'épanouissait dans ce cadre, radieuse, sûre d'elle, théâtralement vivante. Elle gesticulait en parlant, ses bracelets captant la lumière comme des applaudissements. Chaque phrase était ponctuée d'un rire, d'un soupir, d'un regard entendu. Elle ne dominait pas seulement la conversation, elle la possédait comme une performance, évaluant son public et jouant chaque note à la perfection. Je la laissais faire. Je les laissais tous faire. Je hochai la tête au bon moment, souris aux indices appropriés, et ris même doucement une ou deux fois. Ils virent ce qu'ils voulaient voir, la parente discrète encore en train de se chercher, l'observatrice inoffensive reconnaissante d'être incluse. C'était plus simple ainsi. Chaque seconde de sous-estimation était un cadeau. Puis, alors que les derniers desserts disparaissaient et que la conversation s'éteignait dans des murmures satisfaits, le serveur revint. La pièce bourdonnait du léger tintement des couverts et d'un jazz discret provenant d'enceintes invisibles. Il posa sur la table entre nous un élégant porte-notes en cuir. L'air changea, juste légèrement, mais assez pour que tout le monde le sente. Le rire d'Ava s'interrompit au milieu d'une phrase, son attention captée par l'arrivée de l'addition. La lumière du soleil frappa le bord du dossier noir, brillant comme un signal. Et je sus, à cet instant, que la représentation touchait presque à sa fin. Il posa le petit dossier en cuir sur la table avec une grâce délibérée, son ton fluide et détendu, comme si ce genre de choses arrivait tous les jours. Déjà réglé, dit-il, sa voix portant cette chaleur pratiquée que seuls ceux habitués à livrer des surprises agréables savent maîtriser. Puis, sans hésitation, il ajouta, la carte enregistrée chez Caldwell Strategy a pris en charge l'addition. Pendant un moment, le silence se rassembla comme de la poussière entre nous. Les fourchettes restèrent suspendues en l'air. Le rythme de la conversation s'effondra dans la confusion. « C'est le cabinet, n'est-ce pas ?» demanda-t-il poliment, jetant un regard entre nous. La maîtrise d'Ava se fissura pour la première fois de la matinée. Son expression se figea, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement, et elle cligna des yeux une fois, deux fois, essayant de comprendre. « Attends, Caldwell ? Quoi ?» Le front du serveur se plissa. Il sembla hésitant, cherchant un contexte. « C'est eux qui ont réservé la table, » expliqua-t-il. « Caldwell Strategy. C'est un compte partenaire. Ce sont des clients réguliers ici. Le système fait automatiquement passer les charges sur leur compte corporate. Ton nom est Ava, n'est-ce pas ? » C'était presque gentil, la façon dont il posa la question, inconscient du petit séisme qu'il venait de déclencher. Ava ne répondit pas tout de suite. Son visage resta parfaitement immobile, poli dans ce masque professionnel qu'elle portait si naturellement, mais ses yeux trahirent quelque chose. Un éclair de reconnaissance, un flash de quelque chose de brut et d'inattendu, de l'incrédulité peut-être, ou le souvenir qui rattrapait trop vite la réalité. « Oui, » dit-elle enfin, la voix plus fine qu'avant. « C'est moi. » Puis elle me regarda. Vraiment regarda, pas au-delà de moi, pas à travers moi, mais à moi, comme si la forme de ce qu'elle croyait savoir venait de se fissurer. Je ne me précipitai pas pour combler le silence. Je n'expliquai rien, je n'adoucis pas le coup.
Je me contentais de prendre le dossier, de l'ouvrir avec une précision calme, et de jeter un coup d'œil aux bordereaux imprimés à l'intérieur. Un total de 0 me fixait, encadré soigneusement sous l'entête Caldwell Strategy. Rien de nouveau. Rien de surprenant. Routine. Je le refermai avec une finalité silencieuse, geste contrôlé et mesuré. De l'autre côté de la table, la curiosité s'éveilla. L'une de ses compagnes, celle au carré brillant et au blazer couleur champagne, se pencha en avant, les yeux brillants. « Caldwell » demanda-t-elle. « Vous êtes avec eux ? Quel genre de travail font-ils » Je souris à peine, pliant le reçu 1 fois, 2 fois, jusqu'à ce qu'il disparaisse proprement entre mes doigts. « Nous gérons la performance » répondis-je simplement. Mon ton ne laissait aucune place à l'interprétation, tout en ne révélant rien de plus que ce que je voulais montrer. Puis je me levai, lissai la manche de ma veste et me tournai vers Ava. Sa posture s'était raidie, son aisance maîtrisée disparue, remplacée par la prise de conscience naissante de qui avait vraiment tenu le contrôle depuis le début. Je croisai son regard et lui offris un sourire doux comme la soie, assez léger pour passer pour de la politesse, mais assez tranchant pour laisser une trace. « La prochaine fois, dis-je, voix calme et posée, fais-moi savoir si tu veux faire passer le dessert en note de frais. Ça t'évitera la surprise. » Je m'éloignai lentement, laissant le moment se déposer, lui donnant assez de temps pour en ressentir le poids. La lumière du soleil à Hazel and Pin semblait différente lorsque je franchis les portes, plus fraîches, plus claires, plus pures d'une certaine manière. Derrière moi, le son des conversations feutrées reprit, plus léger maintenant, tendu par l'inconfort. Je ne me retournai pas. Je n'en avais pas besoin. Car ce n'était pas la première fois qu'elle voyait mon nom. Il avait traversé son bureau des semaines plus tôt, soigneusement tapé en noir au bas d'un mémo qu'elle n'avait pas entièrement lu. Elle l'avait reçu avec un sourire, l'avait qualifié d'opportunité professionnelle excitante, et l'avait fièrement partagé sur sa page LinkedIn, un post décoré de gratitude et d'ambition. Honorée de contribuer à cette initiative stratégique, avait-elle écrit. Désireuse d'apprendre et de grandir avec les meilleurs. Ce qu'elle n'avait pas remarqué, ce qu'elle n'avait même pas pris la peine de remarquer, c'était la signature à la dernière page, elle, Caldwell, partenaire. Ce n'était pas caché. Ce n'était pas codé. Cela se trouvait là, audacieux et centré sous l'entête de l'entreprise, une vérité silencieuse qu'elle avait parcourue sans vraiment la voir. La même signature qui couvrait maintenant son addition de brunch, le plan de restructuration de son département et son prochain bilan trimestriel. Tandis qu'elle passait ses matinées à courir après l'apparence, j'avais construit la substance. Tandis qu'elle apprenait à perfectionner son image, j'avais maîtrisé l'invisibilité, celle qui détient le vrai pouvoir. Ainsi, lorsque la porte se referma derrière moi, je laissai le son de son rire résonner faiblement depuis le passé, un souvenir déjà en train de s'estomper. Elle avait bâti son monde sur la perception. J'avais bâti le mien sur le contrôle. Et maintenant, pour la première fois, elle voyait enfin la différence. Elle avait lu le document plus d'une fois, parcourant chaque point comme une liste de contrôle de l'ambition. La mise en page l'impressionnait, marge nette, hiérarchie de police cohérente, sous-titre en gras qui la guidait subtilement. Elle appréciait la précision, l'autorité derrière chaque mot. Lors du prochain briefing d'équipe, elle fit même référence à l'un des indicateurs de performance à voix haute, d'un ton décontracté, comme si la formulation était sa propre découverte. Ce qu'elle ne fit pas, c'est s'attarder sur le nom imprimé en bas. Elle avait vu la signature, oui, mais son esprit l'avait balayée comme on ignore une clause en petits caractères que l'on croit inapplicable. Lena Caldwell. Le même nom qu'elle connaissait depuis l'enfance. La sœur devant laquelle elle avait un jour levé les yeux au ciel, celle dont elle plaisantait parce qu'elle restait derrière pendant que tout le monde avançait. Ava l'avait dit légèrement, sans malveillance, du moins, c'est ce qu'elle s'était raconté, mais chaque mot avait atterri comme un poids qu'elle n'avait jamais remarqué accumuler. Jamais il ne lui avait traversé l'esprit que la personne qu'elle avait jadis ignorée puisse maintenant mesurer en silence son efficacité, son potentiel de leadership, la valeur de sa prime de fin d'année. Quelques mois plus tôt, les RH l'avaient incluse dans un contrôle de conformité programmé. Rien d'extraordinaire, mise à jour de politique standard, quelques clauses légales, signature obligatoire en bas.
Elle se souvenait avoir parcouru la première page en discutant avec une collègue, son stylo dansant sur la ligne d'accusé de réception avant même qu'elle ait terminé la lecture. Le contrat portait le tampon d'une marque familière, Caldwell Strategy. La même typographie nette qu'elle avait vue sur ce reçu de brunch. À l'époque, cela ne lui avait rien dit. Pourquoi le ferait-il? Pour Ava, ce n'était qu'un autre nom de prestataire parmi une mer de cabinets de conseil. Mais l'aveuglement devient vite une habitude. Quand on passe assez d'années à regarder vers le bas, on oublie de lever les yeux. On cesse de croire que quelqu'un que l'on a catégorisé peut un jour dépasser les limites qu'on lui a silencieusement fixées. Alors, même quand ses yeux avaient croisé la vérité, son esprit refusait de la traiter. La reconnaissance demande de l'humilité et Ava n'avait jamais exercé cette vertu. Maintenant, à la lumière du soleil filtrant à travers les larges fenêtres du restaurant, la réalité se réorganisait devant elle. La table qu'elle avait choisie, la réservation qu'elle croyait sienne, les indicateurs de performance qu'elle avait loués, tout avait été orchestré en silence par la personne qu'elle avait sous-estimée. Je n'avais prononcé aucun mot pour l'humilier. Je n'en avais pas eu besoin. La vérité se déployait déjà dans le silence. Lorsque je me tournai légèrement, la lumière illumina son visage. L'expression d'Ava était un patchwork de contrôle et de panique. Elle sourit trop vite, sa bouche bougeant plus vite que ses pensées. « Attends, donc tu y travailles, dit-elle, forçant un rire tremblant, à la limite de l'incrédulité. Le son était fragile, celui que l'on émet quand on tente de réparer quelque chose d'invisible. Son ton cherchait à paraître détendu, mais ses mains la trahirent. L'une reposait de façon défensive près de son téléphone, comme s'il était une bouée de sauvetage. L'autre tiraillait la serviette devant elle, repliant et dépliant ses coins, ses doigts tremblant dans des boucles nerveuses. Je restai immobile un instant, observant la tension se propager à travers elle. Puis je me réinstallai dans ma chaise. « Je n'y travaille pas, dis-je, la voix calme mais absolue. Je l'ai construite. » Le changement fut immédiat. La conversation s'arrêta en plein souffle. Même le serveur, qui débarrassait les tables à proximité, se figea, plateau suspendu dans les mains. Le bourdonnement du restaurant s'éteignit, remplacé par ce silence mince et stupéfait qui suit une révélation. Les yeux d'Ava oscillèrent entre l'incrédulité et quelque chose qui ressemblait à du regret. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, se refermèrent, puis s'entr'ouvrirent de nouveau. De l'autre côté de la table, Chloé, celle au rouge à lèvres impeccables et au flair pour les commérages, se pencha en avant. « Attends, dit-elle lentement, comme si elle pesait chaque mot avant de le prononcer. « Tu es Caldwell? Comme dans Caldwell Strategy? C'est le cabinet avec lequel ton département travaille, n'est-ce pas, Ava? » Ava tenta de répondre, mais un son brisé sortit, quelque part entre un tout-sautement et un rire. Sa gorge se serra, sa voix la quitta. Elle hocha faiblement la tête, incapable de soutenir mon regard. Le silence qui suivit n'était pas gênant, il était instructif. Tout le monde à table comprit soudain quelque chose qu'Ava n'avait jamais saisi, le silence ne signifie pas impuissance, et l'absence ne signifie pas insignifiance. Je rassemblai mes affaires calmement, glissant le dossier dans mon sac. La tension dans l'air pulsait comme de l'électricité statique, et à cet instant, je ressentis presque de la pitié pour elle, presque. Mais la compassion n'était pas ce dont nous avions besoin. Elle avait passé des années à construire une image de supériorité. Maintenant, elle devait affronter la réalité, la sœur qu'elle avait moquée avait réécrit le récit, ligne par ligne, contrat par contrat. En me levant, j'aperçus son reflet dans la vitre du restaurant, un sourire à l'extérieur, mais tout se défaisait à l'intérieur. L'ironie était parfaite. Elle avait passé sa vie à croire que le contrôle venait de parler le plus fort. Moi, j'avais appris qu'il venait de savoir quand le silence travaillait pour vous. Lorsque je m'éloignai enfin, je ne me retournai pas. Je n'en avais pas besoin. Elle avait déjà vu tout ce qu'elle avait manqué. Je pris une longue gorgée de thé, laissant la vapeur onduler entre nous comme une vérité non dite. Le porcelaine était fraîche contre mes doigts, ce genre de calme que l'on doit mériter. Nous avons travaillé avec plusieurs divisions, dis-je, voix posée, chaque mot mesuré. Mais le département technique, celui-là est personnel. La femme en face de moi cligna des yeux, son expression se tendit alors que la compréhension émergeait.
Les lèvres d'Ava s'entr'ouvrirent légèrement, mais sa gorge sembla oublier comment produire un son. Je glissai mon téléphone dans ma pochette, le léger clic du fermoir plus sonore que le brouhaha qui remplissait la pièce quelques instants plus tôt. Mesdames, dis-je en inclinant poliment la tête, merci pour ce brunch. Mes yeux se tournèrent vers Ava. Toujours un plaisir. Pas de sarcasme, pas d'aigreur, juste une finalité enveloppée de courtoisie. Je ne restai pas pour observer sa réaction. Le pouvoir n'a pas besoin d'audience. Il respire dans le silence, prospère dans la maîtrise de soi. Alors que je me dirigeais vers la porte, mes talons murmurant sur le carrelage, la pièce sembla s'assombrir autour du silence que je laissais derrière moi. Personne ne riait. Personne n'osa remplir l'air de bruit. Chaque pause portait un poids, rappelant que la domination ne réside pas dans celui qui parle le plus fort, mais dans celui qui s'éloigne en premier. Dehors, la lumière de fin d'après-midi s'était adoucie en or. Le vent apportait l'odeur du café torréfié et de la pluie venue de quelque part au loin. Je marchais lentement, stable, comme si chaque pas traçait une empreinte durable. Derrière moi, le bourdonnement du restaurant reprit, prudent et feutré, comme le monde expirant après avoir oublié de respirer. Le respect, pensais-je, ne se saisit pas et ne se réclame pas. Il se reflète. Il revient seulement quand quelqu'un en reconnaît la forme en vous. Ava ne l'avait jamais fait. Pas avant maintenant. Cette nuit-là, la ville semblait plus silencieuse que d'habitude. Les lumières clignotaient sur l'horizon comme un code morse depuis des tours invisibles. Mon appartement était tranquille, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur et du léger clignotement des notifications sur mon téléphone. J'ignorais la plupart d'entre elles jusqu'à ce que son nom apparaisse à l'écran Ava. Un son. 2. 3. Je laissai sonner assez longtemps pour que l'inconfort monte, puis je répondis. Pas parce que je lui devais une conversation, mais parce que je voulais entendre comment elle allait réécrire celle-ci. Salut, commença-t-elle, sa voix plus fine que d'habitude, les mots précautionneux, comme si elle essayait de marcher sur un verre brisé. Alors, c'était, bizarre, non. Je ne dis rien. Le silence s'étira, lourd et délibéré. Elle se précipita pour le remplir. Je veux dire, je ne savais pas. Tu aurais pu me le dire. On n'aurait pas, elle s'interrompit, la phrase s'effondrant sous son propre poids. On n'aurait pas quoi? Te moquer de toi? Te négliger? Te traiter comme une anecdote au brunch? Les mots restèrent en suspens, non prononcés mais visibles dans le tremblement de son souffle. Elle essaya à nouveau, plus doucement cette fois. Pourquoi ne nous as-tu jamais dit ce que tu faisais? Sa voix s'était abaissée, comme si elle espérait que le silence masque sa culpabilité. Je m'appuyai contre le comptoir, les lumières de la ville peignant de faibles reflets sur le verre devant moi. Les voitures en bas s'écoulaient comme des rivières lentes de couleurs, leurs phares filant dans la nuit. Tu n'écoutais pas, dis-je enfin. Mon ton n'était pas cruel, il était fatigué, factuel. Tu étais trop occupé à écrire la version de moi qui avait du sens pour toi. De l'autre côté du fil, je l'entendis inspirer fortement. Aucune excuse ne suivit. Juste le silence. C'était presque étrange de l'entendre sans l'armure de la performance, sans le charme étudié qui remplissait chaque pièce où elle entrait. Je pouvais alors la visualiser, toujours dans sa robe de créateur, maquillage légèrement estompé, assise au bord de son lit impeccable, fixant un reflet qu'elle ne reconnaissait soudainement plus. Peut-être, pour la première fois, voyait-elle ce que ces histoires lui avaient coûté, non pas mon approbation, mais ma distance. Je ne voulais pas. Commença-t-elle, mais s'interrompit, car même elle savait que l'intention n'efface pas l'impact. Je sais, dis-je. Les mots étaient doux, mais définitifs. Le pardon ne faisait pas partie de cette conversation. Seule comptait la clarté. Dehors, une sirène retentit au loin, traversant le silence comme la vérité elle-même. Je posai le téléphone sur le comptoir, sans attendre sa réponse. La ville était encore éveillée, la nuit indifférente à nos phrases inachevées. Pour la première fois depuis des années, je me sentais inébranlable, ancré entièrement dans mon propre silence. Ava pouvait réécrire tous les souvenirs qu'elle voulait, mais l'histoire qu'elle avait ignorée avait déjà été racontée. Et cette fois, c'était moi qui tenais la plume. Silence.
Celui qui s'étire entre les mots, tendu et suspendu. Puis sa voix, prudente, maîtrisée, portant le tremblement de quelqu'un qui tente de garder le contrôle. Léna, on peut juste convenir que ça ne quitte pas cette table? Je veux dire, ce n'est pas vraiment pertinent pour les RH. Voilà. Ni culpabilité, ni regret. Juste la peur enveloppée de diplomatie. Elle ne s'inquiétait pas de ce qu'elle m'avait dit, elle s'inquiétait du prix que cela pourrait lui coûter. Le tremblement dans son ton n'était pas un son de remords, c'était de l'autopréservation déguisée en civilité. Je ne m'inquiéterai pas, répondis-je, gardant le ton léger, presque ennuyé. Le contrat parle de lui-même. Un silence suivit sur la ligne, un vide là où vivait autrefois sa confiance. Je pouvais presque l'entendre réfléchir, retourner mes mots dans sa tête, essayer de décider si je bluffais. Elle n'avait jamais eu à considérer que je pouvais vouloir exactement dire ce que je disais. Peut-être que c'était ça le choc, réaliser que l'équilibre du pouvoir avait changé, et qu'elle n'était plus celle qui tenait la balance. Quand je raccrochai, je ne ressentis pas de satisfaction. Je me sentis achevée. Ce genre de calme qui survient quand quelque chose de longtemps attendu atteint enfin sa fin. La prochaine fois que nos chemins se croisèrent, ce ne fut ni dans un restaurant ni lors d'une réunion familiale. Ce fut à travers un objectif de caméra, sur un écran qui transformait la distance en exposition. Je me connectai à la présentation d'audit trimestriel 5 minutes en avance, habitude, discipline, contrôle. Mon écran brillait dans la lumière tamisée de mon bureau à domicile. Le flux de la salle de conférence se chargea, chaises alignées, murs aseptisés, faible reflet des néons sur le verre poli. Une carafe d'eau intacte trônait au centre de la table, la condensation formant de petits halos sur le plateau en dessous. Puis la caméra scintilla, et le mouvement emplit l'image. Ava apparut à l'écran, tout en ligne nette et posture calculée. Elle parlait à quelqu'un hors champ, son rire résonnant creux à travers le microphone. Dans ses mains, elle tenait un dossier en cuir, son bouclier, son symbole d'autorité. Et alors, elle leva les yeux. Son regard rencontra celui de l'écran. Me rencontra. Pendant une fraction de seconde, son visage resta immobile, une maîtrise parfaite tenant la ligne. Puis, comme de la glace sous pression, la surface commença à se fissurer. Son sourire vacilla, incertain de tenir ou de céder. Commençons, dis-je, voix posée, le son tranchant nettement à travers le brouillard. Aujourd'hui, nous allons examiner les dépenses départementales, les structures de responsabilité et les indicateurs de performance du 3e trimestre. Personne dans la salle ne parla. La tension était presque tangible, professionnelle, mais tranchante. Je partageais mon écran, la première diapositive s'illuminant. Graphique, colonne, note d'audit, tout précis. À mi-page, 2 entrées portaient son nom. Une sous, en attente de révision, l'autre sous, recommandation, restructuration. Ava cligna rapidement des yeux, son stylo déjà en mouvement, griffonnant des mots incapables de réécrire les chiffres qui la fixaient. Je maintins mon rythme, passant en revue les incohérences, les manquements procéduraux et les dérives budgétaires. Ma voix ne vacilla pas, elle n'en avait pas besoin. Les données parlaient d'elles-mêmes. Elle hocha la tête par intervalles, prétendant prendre des notes, son stylo traçant des boucles frénétiques sur une page incapable de changer ce qui avait déjà été consigné. Autour d'elle, les collègues se déplaçaient, jetant des regards entre elle et l'écran. Personne ne prononça son nom, mais cela n'était pas nécessaire. Le rapport suffisait. À la fin de la réunion, je résumai avec la même neutralité mesurée que j'avais employée tout au long de la présentation, nous avons identifié les domaines nécessitant des corrections. Une escalade supplémentaire n'est pas nécessaire à ce stade. Une observation continue suffira. Un des partenaires, un homme qui avait autrefois jugé mon cabinet trop petit pour gérer l'envergure, toussa et hocha la tête. Excellent travail, Madame Caldwell. Le directeur ajouta, nous procéderons selon vos recommandations. Merci, dis-je calmement. La documentation a été déposée. Les mots tombèrent comme un saut final. Net. Irréfutable. Permanent. Le visage d'Ava sur l'écran était devenu pâle sous l'éclairage du bureau. Elle gardait les yeux baissés, feignant de vérifier ses notes comme si ce geste pouvait l'ancrer. Elle ne parla pas.
Elle n'en avait pas besoin. Nous savions toutes les deux ce qui allait suivre. Dans la semaine, le mémo fut diffusé. Formel, stérile, rédigé dans le langage neutre de la conséquence corporative, employé placé sous revue procédurale en attente des résultats de l'audit. Privilège de déplacement suspendu jusqu'à vérification de conformité. Promotion en attente. Les lignes étaient brèves, presque détachées. Elle avait déjà lu des dizaines de mémos de ce type et en avait signé certains elle-même. Mais celui-ci portait un nom qu'elle avait trop souvent négligé. Le mien. Il ne s'agissait pas de vengeance. C'était la responsabilité portant le professionnalisme comme armure. Je ne lui envoyais aucun message. Je ne me vantais pas. Je n'en avais pas besoin. Le silence ferait le travail. Chaque email qu'elle recevrait sans mon nom, chaque invitation à une réunion sans ma présence, chaque porte fermée dans son agenda lui rappellerait le moment où elle avait cessé de me voir, et ce que cela lui avait coûté. Dans une autre vie, elle avait dit que c'était moi qui comprenais les choses. Peut-être avait-elle raison. La différence était que moi, je le faisais. Et cette fois, la leçon était écrite à l'encre qu'elle ne pourrait effacer. Son agenda, autrefois mosaïque de sessions stratégiques, de bilans de performance et de briefings exécutifs, commença à se vider. Les réunions disparurent une à une, remplacées par des espaces blancs et des rappels silencieux. La confiance qui emplissait autrefois sa posture commença à s'amenuiser. Les rythmes du pouvoir qu'elle avait mémorisés, autorité, délégation, contrôle, s'étaient désynchronisés. Quelques jours plus tard, son nom apparut sur mon téléphone. Un seul message, « C'est toi qui as fait ça ?» Je le contemplai un instant avant de retourner l'écran. Pas de réponse. Parce qu'il ne s'agissait pas de représailles, mais de réflexion. Ce qu'elle affrontait n'était pas quelque chose que j'avais créé, c'était ce qu'elle avait contribué à maintenir. La même hiérarchie qui l'avait propulsée avait ignoré les autres, évalué la valeur par le bruit plutôt que par la nuance, et considéré le silence comme insignifiant. Elle ne l'avait pas inventé, mais elle en avait tiré profit, protégée par ses angles morts. À présent, cette même structure la rendait enfin responsable, et pour la première fois, le regard s'était retourné. Elle commença à arriver avant l'aube, à rester longtemps après le départ des équipes de nettoyage, à envoyer des suivis à des heures impossibles, tentant de prouver diligence là où auparavant régnait l'indifférence. Son bureau, toujours impeccable, paraissait désormais frénétique, feuilles ouvertes, onglets colorés se multipliant comme la panique elle-même. Je l'imaginais relire chaque email 2 fois, à la recherche de preuves invisibles qu'elle pouvait encore contrôler l'histoire. Mais le contrôle est un privilège qui se dissout dès que l'on réalise qu'on ne l'a jamais vraiment mérité. Lorsque l'évaluation formelle eut lieu, le verdict était déjà scellé. Les journaux avaient été examinés. Les indicateurs, recalculés. La documentation, étanche. Je n'avais plus besoin de justifier quoi que ce soit, le dossier parlait plus fort que toute défense. Lors de la prochaine réunion de direction, mon nom apparut sur la liste des participants sous « Auditeur externe Caldwell Stratégie ». Une ligne simple. Impassible. Définitive. Ava rejoignit l'appel avec quelques minutes de retard. Sa caméra s'alluma, éclairant son visage d'un bleu corporatif. Elle ne parla pas. Elle ne me salua pas. Ses yeux passaient d'un visage à l'autre, cherchant une sécurité dans une grille de collègues soudainement distants. Je présentai les conclusions dans l'ordre dérive budgétaire, tendance de mauvaise allocation, conformité procédurale. Rien de personnel. Chaque syllabe pesée, factuelle, professionnelle. Elle resta assise, immobile, son expression taillée dans la retenue. Quand le directeur me remercia pour la clarté du rapport, elle ne leva pas les yeux. Je quittai la réunion avant que les politesses ne se terminent. Le signal de sortie résonna dans mes haut-parleurs, bref et net. Et dans ce vide, celui qui suit la révélation, pas le scandale, mais l'exposition, je sentis une compréhension tranquille s'installer dans ma poitrine. Je n'avais jamais eu besoin de sa chute. J'avais seulement besoin de sa prise de conscience. Le pouvoir n'est pas de détruire quelqu'un, c'est d'être visible, de ne plus être l'ombre dans la lumière de quelqu'un d'autre. Je ne remis jamais les pieds au bureau. Le travail était fait, le rapport archivé, le dossier complet. Le vendredi suivant,
je finalisais le dernier mémo d'audit depuis un petit café niché le long d'une ruelle à l'extérieur de la ville. Le soleil, généreux, se déversait à travers la fenêtre, réchauffant la table. La serveuse, jeune et douce, m'apporta le café et m'appela « Madame », avec une sincérité qui rendait l'anonymat apaisant. Pour la première fois depuis des années, le silence ne piquait plus. Il s'installa autour de moi comme quelque chose de mérité. Les nouvelles d'Ava me parvinrent doucement, par des murmures dans une chaîne d'emails. Elle explorait de nouvelles directions, un euphémisme corporatif que tout le monde comprenait. Une réécriture polie de « elle part avant qu'on ne la fasse partir ». L'immeuble qu'elle avait autrefois dirigé continuait à vivre sans pause, comme le font les entreprises lorsqu'elles décident que quelqu'un appartient désormais au passé. Je ne ressentais pas de triomphe, seulement un achèvement. La boucle était bouclée. Après cela, j'ai cessé de m'excuser d'être indéfini, d'exister au-delà des présentations bien rangées. J'ai cessé de me rétrécir pour laisser de la place à ceux qui ne mesuraient le succès qu'au volume. Quand j'entrais dans une pièce désormais, je ne me précipitais plus pour prouver ma pertinence. Je laissais l'air se poser, le silence s'étirer. Quand quelqu'un demandait « Et vous, que faites-vous ?», je croisais son regard, laissais la question flotter, et souriais. Ma réponse n'était plus un titre, c'était la présence. Quelques semaines plus tard, la vie, dans sa symétrie silencieuse, me ramena devant Hazel & Pin. Le même verre poli, le même rire étudié qui flottait par la porte ouverte. Je n'avais rien planifié. Je me contentais de passer. À travers la fenêtre, je la vis. Ava. Même table, même siège. Cette fois, elle ne riait pas. Elle écoutait, hochant la tête à quelque chose que disait une autre femme, les mains soigneusement croisées autour d'une tasse probablement froide. Sa posture était plus contenue, sa voix plus douce. Elle ne me remarqua pas tout de suite. Puis, comme guidée par un instinct, ses yeux se levèrent et croisèrent les miens à travers le verre. Le monde sembla s'arrêter. Pendant un battement de cœur, nous nous sommes juste regardés, sans hostilité, sans prétention, seulement une compréhension tirée de tout ce qui n'avait pas eu besoin d'être dit. Son regard se détourna le premier. Elle retourna à la table. Je continuai mon chemin. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne sentais pas que je laissais quelque chose derrière moi. Je sentais que j'entrais dans ma propre histoire, enfin, complètement, entièrement mienne. Pas par orgueil, pas par vengeance, mais par un calme qui ne vient que lorsque l'on a dépassé le besoin d'être vu. Son approbation avait jadis été une monnaie, quelque chose que j'avais travaillé sans relâche pour mériter, mais plus maintenant. La reconnaissance perd son éclat quand on réalise que l'on peut tenir debout sans elle. Elle ne pouvait plus remodeler mon histoire, pas cette fois, jamais. La version de moi qu'elle avait un jour tenté de définir avait déjà dépassé le cadre qu'elle avait construit. On ne parle plus de moi ces jours-ci. Mon nom ne surgit plus autour d'un café, ne flotte plus dans les conversations quand les souvenirs anciens refont surface. À Thanksgiving, la chaise qui autrefois semblait un point d'interrogation reste vide, inaperçue, et cette absence ne fait plus mal, elle s'installe, naturelle, inévitable. Même dans les groupes familiaux où chaque mot est pesé et où le silence est sa propre ponctuation, je reste invisible. Mais j'ai appris que l'absence peut être sa propre forme de paix, que ne pas être vue peut être plus léger que d'être mal comprise. J'ai cessé d'attendre validation ou reconnaissance déguisée en pardon. J'ai découvert que parfois, la revanche la plus vraie n'est ni bruyante ni dramatique, elle est silencieuse, précise, une reprise constante de soi. C'est la quiétude de savoir que l'on a déjà dépassé ce qui a tenté de nous briser. On la trouve dans l'air mesuré d'une pièce qui ne penche plus contre vous, dans le léger scintillement de reconnaissance quand quelqu'un comprend enfin ce que vous étiez depuis le début. Je n'ai jamais eu besoin de ces excuses. Un regret exprimé aurait semblé plus petit que le silence qu'elle m'a offert à la place. Son silence suffisait, il disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Je ne désirais pas sa chute, je ne voulais pas la voir perdre ce qu'elle maniait autrefois avec désinvolture. Mais le système qu'elle avait aidé à maintenir avait des fissures, et lorsqu'il commença à s'effondrer, il révéla simplement ce qui avait toujours été là, autorité empruntée, certitude creuse. Elle n'avait pas besoin d'être rejetée. Elle s'était rejetée elle-même au moment où elle a fait face au miroir et n'a pas reconnu le reflet. L'entreprise n'a pas fait de spectacle de son départ. Il n'y eut ni annonce,
ni adieu enveloppé de gratitude. Elle disparut simplement du calendrier, comme on s'efface quand le centre bouge et que quelqu'un d'autre prend silencieusement le poids. Elle s'éloigna en ne portant que ce qui restait de son titre, un mot vidé de sens. Et moi? Je suis revenu à moi-même, à une version qui n'avait plus besoin d'introduction ni d'explication. J'ai signé mon nom sur de nouvelles pages d'une main plus assurée, chaque lettre délibérée, sans compromis. Je parlais moins, mais disais davantage. Ma présence remplissait la pièce non de bruit, mais de clarté. Je n'avais pas besoin d'être la voix la plus forte. Je devais seulement être celle qui ne vacille pas. J'ai compris que je n'avais jamais voulu gagner, je voulais juste arrêter de jouer. Le jeu avait toujours été truqué en faveur de la performance plutôt que de la vérité, de l'image plutôt que de l'intégrité. Mais je ne leur devais plus aucun acte. Je suis descendu de leur scène, et ce faisant, j'ai repris mon propre terrain. Ce jour-là, ils riaient au brunch, leur verre levé haut, le son répété, poli, identique à toutes les autres célébrations fondées sur une facilité superficielle. La lumière du soleil rebondissait sur leurs bijoux, scintillait dans une joie creuse. J'observais un instant, sans envie, sans colère, mais avec compréhension. Ils continuaient de jouer, de courir après un applaudissement qui ne viendrait jamais. Je posai le chèque sur la table, l'encre de ma signature séchant lisse sur le papier. Puis je me levai, calme et sans hâte, et marchai vers l'air libre. La journée était claire, avec cette lumière qui n'a pas besoin de permission pour exister. Et tandis que je descendais la rue, chaque pas silencieux et délibéré, je réalisais quelque chose de simple mais profond, la liberté ne rugit pas. Elle murmure, basse, certaine, imperturbable.